Bonjour à tous, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de ce congrès et en particulier Monsieur Belkhadir qui a eu la gentillesse de me demander de vous exposer l'apport des nouvelles classes des antihyperglycémiants dans le traitement du diabète de type 2. Voici mes différents liens d'intérêt avec les laboratoires. Et depuis 1957, date du début du traitement du diabète de type 2 par la metformine, eh bien, les progrès ont été réguliers et constants avec les sulfamides de première et deuxième génération, les inhibiteurs alpha-glucosidase, les glitazones qui ont maintenant disparu de la pharmacopée française, pour aboutir à la fin du siècle dernier sur les incrétines, inhibiteurs des DPP4 et analogues des récepteurs du GLP1. C'est sur ce point que je voudrais intervenir, ainsi que sur celui des inhibiteurs des SGLT2, avant de parler rapidement des médicaments du futur proche que nous aurons dans quelques mois ou quelques années. Un petit mot pour vous rappeler ce qu'est l'effet incrétine. Il s'agit de la différence de la réponse de la sécrétion d'insuline lorsque le glucose est administré par voie veineuse, qui est beaucoup plus faible que lorsque on administre par voie orale la même dose de glucose. Cet effet incrétine correspond à 60% de la sécrétion totale d'insuline postprandiale et elle est liée à la sécrétion par l'intestin d'une hormone qui s'appelle le GLP1. Lors d'une prise alimentaire, il y a donc une sécrétion de cette hormone, le GLP1, qui agit à trois niveaux, sur le pancréas en stimulant l'insuline et en inhibant le glucagon, au niveau de l'estomac en ralentissant la vidange gastrique et au niveau du cerveau en diminuant l'appétit, ce qui concourt à l'obtention d'une perte de poids. Malheureusement, cette hormone bénéfique est très rapidement détruite par une enzyme, la DPP4, si bien que sur le plan thérapeutique, on a la possibilité soit d'inhiber cette DPP4 par les gliptines ou inhibiteurs de la DPP4, soit d'administrer par voie veineuse un analogue du récepteur du GLP1 qui ne sera pas reconnu par la DPP4 et qui aura donc une action beaucoup plus importante. Je passerai rapidement sur les inhibiteurs de la DPP4 que vous connaissez bien et qui sont utilisés depuis de nombreuses années. Ces médicaments limitent la dégradation du GLP1 endogène, ce qui permet une stimulation de la sécrétion d'insuline et une inhibition de celle du glucagon. Les avantages sont importants, ces médicaments sont neutres sur le poids, n'entraînent pas d'hypoglycémie, n'ont pas d'effets secondaires et ont une sécurité cardiovasculaire qui est attestée par toutes les études, en dehors d'une petite vigilance pour la saxagliptine sur l'insuffisance cardiaque. Les inconvénients sont représentés par une efficacité somme toute limitée, une HbA1c qui diminue de 0,6% environ, et l'absence de protection cardiovasculaire et rénale. Plus intéressante certainement, cette classe médicamenteuse des analogues du récepteur du GLP1 qui stimule donc la sécrétion d'insuline, inhibe celle du glucagon en fonction de la glycémie, qui réduisent l'appétit et ralentissent la vidange gastrique et permettant une perte de poids qui est très significative. Ces médicaments sont plus efficaces sur le niveau de l'HbA1c, qu'ils le font diminuer de 1 à 1,5% selon le point de départ de cet HbA1c. Ils permettent une perte de poids d'environ 3 kg voire plus, n'aboutissent pas à des accidents d'hypoglycémie, ne nécessitent pas de titration en dehors d'une progression de la posologie pour éviter les effets secondaires. Et enfin, ils ont une sécurité et même un bénéfice sur le plan cardiovasculaire et rénal. Les inconvénients et les freins sont représentés par la voie injectable, mais qui est tout de même moins importante maintenant du fait de la mise sur le marché de formes hebdomadaires, un coût élevé, des effets indésirables digestifs représentés par des nausées, des vomissements, nécessitant donc une posologie progressive. À noter que ces effets indésirables digestifs sont limités dans le temps et habituellement disparaissent en quelques semaines. Enfin, il existe des sujets non répondeurs, si bien qu'il ne faut pas s'acharner à poursuivre cette thérapeutique si elle n'obtient pas un effet positif. Globalement, ces médicaments permettent donc de diminuer les événements cardiovasculaires et rénaux dans des essais randomisés.
Vous le voyez ici, le MACE, donc infarctus du myocarde, AVC, décès cardiovasculaire qui est diminué de 14%, les infarctus du myocarde de 10%, les AVC de 17%, et globalement, la mortalité diminue de 13 ou de 12%. Enfin, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque sont également un petit peu abaissées. Et sur le critère composite rénal, eh bien, l'effet se fait sentir surtout sur la réduction de la macroalbuminurie, avec une diminution de 21%, alors que le critère composite rénal n'est pas significatif. Les inhibiteurs du SGLT2 ou gliflozine sont des médicaments plus récents que nous avons eus en France beaucoup plus tardivement. Ces médicaments diminuent la réabsorption du glucose au niveau du tubule rénal et entraînent une élévation de la glycosurie et donc indirectement une diminution de la glycémie. Les avantages de ces médicaments sont qu'ils sont donnés par voie orale, qu'ils sont actifs quel que soit le degré de l'insulinopénie, qui diminue la pression artérielle du fait d'une élimination sodée qui est parallèle à celle du glucose dans les urines. Ils permettent une perte de poids limitée mais tout de même significative, sans hypoglycémie, et surtout, ils assurent une protection cardiovasculaire et une protection rénale. Les inconvénients et les freins qui ont été sans doute considérés comme exagérés au début, c'est l'efficacité limitée sur la glycémie, environ 0,6%, surtout s'il existe une insuffisance rénale, sur la présence de mycoses génitales, notamment chez les femmes. Il faut donc prévenir les patientes et anticiper un éventuel traitement local en cas d'apparition de ces mycoses. Des hypovolémies possibles, notamment chez les personnes âgées, des acidocétoses qui sont rares mais potentiellement graves, nécessitant une hospitalisation, et ce qui survient en cas d'insulinopénie, expliquant que ces médicaments sont contre-indiqués en cas de diabète de type 1. Quelques cas d'amputation ont été observés dans l'étude Canvas, qui n'est pas avec la canagliflozine qui n'est pas commercialisée en France. Mais toutefois, ces amputations n'ont pas été retrouvées avec les autres molécules ni dans les autres études utilisant la canagliflozine. Enfin, de rares cas de gangrène de Fournier ont été observés, mais également dans les bras contrôle sans inhibiteurs des SGLT2. Le mode d'action est tout à fait particulier de ces médicaments. Chez un patient non diabétique, l'ensemble du glucose urinaire qui est filtré dans le glomérule, 180 grammes par 24 heures, est totalement réabsorbé dans le tube contourné proximal sous l'effet des SGLT2 et des SGLT1. Chez le patient diabétique, eh bien, en bloquant ces récepteurs et ces transporteurs du glucose, eh bien, une grande partie du glucose filtré n'est plus réabsorbé et donc éliminé dans les urines, expliquant la diminution de la glycémie par l'élévation de la glycosurie et expliquant également les effets en rapport avec l'élimination sodée. Les effets des IEC, des ARA2 et des ISGLT2 sont ainsi complémentaires. Les IEC et les ARA2 entraînent une vasodilatation de l'artère efférente en bloquant l'action de l'angiotensine 2, alors que les ISGLT2 produisent une vasoconstriction de l'artère afférente du fait de l'augmentation du sodium urinaire au niveau de la macula densa. De ce fait, il existe une diminution de la pression intraglomérulaire et donc une diminution de l'évolution vers une glomérulosclérose. Les effets de ces médicaments sont tout à fait remarquables, diminution du MACE ou des infarctus du myocarde. Par contre, pas de significativité au niveau des AVC, probablement du fait de l'augmentation de l'hématocrite qui est due à la majoration de la diurèse. La mortalité cardiovasculaire et totale sont diminuées, mais surtout, ce sont les effets sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, moins 32%, et sur un critère composite rénal dur, 38%. Alors, l'effet de ces médicaments est tout à fait intéressant et il y a eu finalement une évolution des indications de ces médicaments. Avant la commercialisation d'une nouvelle classe d'hypoglycémie, en effet, des études de sécurité cardiovasculaire étaient demandées par l'EMA et la FDA depuis 2008
Pour cette raison, des études d'Empareg Outcome, d'Eclairtimi et Canvas ont été mises en œuvre avec les différentes molécules, empagliflozine, dapagliflozine et canagliflozine. Ces études, de façon un peu surprenante, ont montré un bénéfice cardiovasculaire et rénal extrêmement intéressant, tandis que l'étude de Canvas a conduit à l'arrêt de la commercialisation de la canagliflozine en France. Ces médicaments ont en effet montré un effet sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée dans les études d'APA-HF et Emperor Reduce, puis sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, affection pour laquelle on n'avait pas jusqu'alors de médicaments efficaces, Emperor Preserve et Deliver. Et de ce fait, ces médicaments sont maintenant indiqués dans tous les cas d'insuffisance cardiaque, que les patients soient ou non diabétiques. D'un autre côté, ces études portant sur la protection rénale, Credence, DAPA-CKD et EMPA-KIDNEY, ont montré un effet tout à fait intéressant, que les patients soient diabétiques ou non, ce qui a conduit à leur indication jusqu'à un débit de filtration glomérulaire estimé de 20 ml minute. Pour ce qui concerne les nouveaux analogues lents de l'insuline, qui font partie des nouvelles classes médicamenteuses, eh bien, nous avons comme référence la glargine U100, qui est utilisée depuis de nombreuses années, depuis 2003, et qui fait absolument référence en termes de basal. Deux médicaments sont maintenant disponibles, la glargine U300, qui est une formulation concentrée de la glargine U100, avec une demi-vie d'environ 19 heures, et l'insuline degludec de longue durée, très longue durée d'action, avec la formation de multi-hexamères d'une durée d'action d'environ 25 heures. Ces médicaments, ces nouvelles insulines ont pour intérêt d'obtenir une stabilisation de la glycémie au prix de moindres événements hypoglycémiques, notamment nocturnes, ce qui peut être intéressant chez les personnes âgées. Pour ce qui concerne les médicaments rénales chroniques. Un médicament semble très très intéressant, il s'agit du tirzépatide, un double agoniste GLP1 et GIP qui permet d'obtenir des diminutions d'HbA1c tout à fait remarquables, supérieures au semaglutide, puisqu'on a une diminution de 2,3% de l'HbA1c et de façon parallèle une diminution qui peut atteindre 20% du poids, donc approchant les résultats de la chirurgie bariatrique. Enfin, des insulines de longue durée d'action permettant une injection toutes les semaines. L'insuline BIF et ici l'insuline Icodec permet d'obtenir des résultats voisins de la glargine. Cela pourra donc simplifier le traitement des patients diabétiques de type 2 en ne faisant qu'une injection, par exemple, d'un analogue du GLP1 hebdomadaire et d'une insuline hebdomadaire. Alors, avec tous ces résultats, quelles sont les stratégies thérapeutiques? Lors de la découverte d'un diabète de type 2, on doit débuter toujours par les mesures non médicamenteuses, compléter en cas d'insuffisance par la metformine à dose progressive après les repas. Si l'HbA1c est très élevé, on peut débuter par une bithérapie d'emblée et une insulinothérapie si l'HbA1c dépasse 10%. En première intention, eh bien, il s'agit toujours, dans la situation commune, d'associer mesures réginodiététiques et metformine. Et en l'absence si l'on ne parvient pas aux objectifs, eh bien, on a le choix entre trois classes médicamenteuses, les DPP4, les SGLT2 ou les analogues du récepteur du GLP1. Les sulfamides sont un petit peu en retrait et ces médicaments peuvent être indiqués en fonction de la décision médicale partagée avec le patient. Si l'on veut une protection cardiovasculaire, eh bien, on peut choisir entre les ISGLT2 ou les analogues du récepteur du GLP1, quel que soit le niveau de l'HbA1c, mais la meilleure efficacité sur l'équilibre glycémique et le poids peut faire
préférez les analogues du récepteur du GLP-1. En cas de maladie rénale chronique ou d'insuffisance cardiaque, eh bien, quel que soit le résultat de l'équilibre glycémique, eh bien, les ISGLT2 seront préférés. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention.